sur les industriels pour améliorer les technologies de combustion, de telle sorte qu'au sorti du pot d'échappement, eh bien, il y a une diminution considérable des gaz particules qui sont émises. Donc, baisse des émissions. Mais mon Dieu, quand on va mesurer dans l'air, en ville, en France, dans les grandes agglomérations, on voit ça. Les émissions, c'est-à-dire les concentrations, bon, elles restent stables, baissent très légèrement. Parce que diminution des émissions nationales, toutes sources confondues, industrielles, etc., c'est France entière, y compris les installations industrielles portées en zone périurbaine, voire même en zone proche de lieux presque ruraux. Mais quand on s'intéresse à l'espace où vivent les gens, 85% de la population, en zone urbaine, eh bien là c'est stable, parce qu'on est en train d'assister à une substitution progressive des émissions industrielles traditionnelles, pour lesquelles les pressions de la normalisation est de plus en plus forte, à substitution par les émissions liées au trafic, qui le maintien, voire l'augmentation du trafic automobile, et malgré la réduction des émissions unitaires, l'augmentation du trafic et surtout l'ancienneté du parc, qui, lorsqu'on achète des nouvelles voitures aujourd'hui, il y a encore 95% du parc qui est constitué de voitures achetées il y a 10 ans. Donc ce sont des phénomènes à grande inertie, qui fait que ce n'est pas parce qu'on a une norme qui s'abaisse au 1er septembre 2015 que pour autant, le 2 septembre, on verra une diminution de la pollution atmosphérique. Pas du tout, ça mettra 10 ans, 15 ans avant que cela se traduise, sauf si, on a entendu à la radio il y a 2-3 jours, prime à la casse pour les véhicules les plus anciens, là oui ça peut avoir un impact très très rapide en supprimant du parc brutalement des véhicules les plus polluants. Voilà un exemple par exemple de mesure qui aurait en effet un impact, en tout cas sur la pollution. Alors, ceci associé au fait que les transports des voyageurs, les véhicules particuliers représentent et de très loin la part prédominante, est associée à une dieselisation croissante du parc des véhicules neufs mis sur le marché. Toute petite nuance, c'est que le Monde nous donnait, il y a cet été, des statistiques issues des industriels montrant que on commence à discuter de plus en plus. Quelqu'un me disait, le diesel, ça intéresse les journalistes. On en parle de plus en plus. On se dit, depuis que le Centre international de recherche au cancer a enfin publié ce rapport indiquant effectivement le classement 1 cancérogène certain, ça change la donne. Eh bien, donc il y a des volontés affichées, en tout cas, de modifier cette tendance à la dieselisation, ou en tout cas à imposer des normes d'émission des diesels encore plus draconiennes, filtres à particules, etc. Pareil, le fret a une part écrasante du diesel, le reste est absolument marginal. Et puis, voilà des statistiques issues des tarifs récentes, qui datent il y a un an, d'août dernier, d'août il y a un an, en site urbain de fond, c'est-à-dire une zone à l'écart du trafic le plus élevé dans le 4e arrondissement, ou en site très proche du périphérique, eh bien, il y a à la fois les sources régionales, c'est-à-dire d'autres régions d'Île-de-France, enfin d'autres secteurs d'Île-de-France, industriels et trafics, ou des sources locales, donc qui sont prises en compte, et ils estiment que la part du trafic dans ces teneurs des particules dans l'air ambiant, je fais les différents inventaires, est respectivement de l'ordre de 50% lorsqu'on est proche d'une voirie à fort trafic, ou de l'ordre de 20% lorsqu'on est plus distant dans une zone de fond parisien, par exemple le jardin du Luxembourg. Quand même 20% des particules sont liées au trafic local. Alors, transport et pétrole, donc là c'est des choses que nous allons analyser dans les prochaines conférences. Un tiers de la consommation finale totale d'énergie en France, c'est le transport, c'est le deuxième après le résidentiel et le tertiaire. 25% des émissions de gaz à effet de serre, plus d'un tiers des émissions de CO2, principalement la route, accessoirement le transport aérien, dont le taux de croissance est plus élevé,
mais le transport maritime et fluvial, et le transport ferroviaire contribuent aussi, et le pétrole représente, pour cela, la source d'énergie la plus utilisée, plus de 90% de sources d'énergie utilisées pour ces véhicules motorisés. Et cette tendance va s'accroître. Cette tendance va s'accroître au plan mondial. Voici des estimations de l'Agence internationale de l'énergie, entre les statistiques 70 et les prédictions 2030, à la fois par habitant, où on voit entre 1,3 tonnes équivalent pétrole par habitant et 1,9 ici, donc la croissance par habitant, mais avec la croissance démographique, évidemment, une croissance de la demande énergétique et de la consommation pétrolière, dont les 2 tiers seront associés à cette augmentation des modes de transport motorisés, d'autant plus que nous construirions des villes telles que Los Angeles, que je vous décrivais dès mes premières diapositives, où il n'y a pas d'autre moyen, s'il y en a quelques-uns, mais ils jouent un rôle marginal, parce que la conception de notre cité ne permet pas d'amortir, de rentabiliser, de rendre efficient des transports publics qui obligent des agrégations, des densités de population plus élevées. Donc, pour conclure, je voudrais dire que, ayant dit tout cela, pour autant, il ne faut pas se tromper de perspective. La situation aujourd'hui dans les pays les plus avancés est considérablement meilleure qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans. Considérablement meilleure. Cependant, la connaissance que l'on a maintenant des impacts pour la santé de ce que nous, nos parents ou grands-parents ont subi est bien plus forte, et la compréhension de ces mécanismes, en quelque sorte, progresse plus vite que l'amélioration de la situation, ce qui nous donne rétrospectivement froid dans le dos. Il nous permet de comprendre en quoi, bien que ceux qui ont un discours dithyrambique sur les progrès des technologies biomédicales vont peut-être être choqués par mes propos. Les gains en espérance de vie que je vous signalais sont encore, y compris dans les pays les plus avancés, encore largement tributaires des progrès que nous poursuivons sur la qualité de nos milieux de vie, pollution atmosphérique, qualité des eaux, etc., etc. Encore, ça joue, et pas seulement au XIXe siècle, encore dans les pays les plus avancés, et on doit poursuivre ces progrès. Ils contribuent, il y a 20 ans aux États-Unis, à peu près 1/5 des progrès d'espérance de vie. Comme vous savez que l'obésité aux États-Unis a été un des facteurs principaux qui a vu en 2008 une augmentation pour la première fois sur une très longue durée, une diminution d'espérance de vie aux États-Unis. Donc, ne pas se tromper de perspective. Dans les pays les plus avancés, il y a encore beaucoup à faire, la pression doit être maintenue, mais la situation progresse et s'améliore substantiellement. Et la mondialisation, c'est aussi les transferts de la pollution vers les pays les pays émergents, les mégapoles du tiers-monde ou des pays émergents, Brésil, Chine, Inde du Nord, etc., où là, la situation s'est considérablement dégradée, aggravée au cours de cette période. Et là, il y a, on le voit bien, un concert à trouver, une stratégie commune à trouver dans la lutte contre la pollution atmosphérique et dans la lutte, j'ai dit combien c'était lié, contre les sources d'énergie contributives au changement climatique, au gaz à effet de serre. Voilà, je vous remercie de votre attention.